Bonjour à tous, ici Pauline Agneau et vous êtes sur Le Gratin. Alors Le Gratin, c'est un podcast où j'interviewe des personnalités remarquables dans plein de domaines différents, des artistes, des entrepreneurs, des scientifiques, pour vous aider à devenir la meilleure version de vous-même au travers des expériences de ces mentors virtuels. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur Le Gratin une artiste complètement extraordinaire. Il s'agit de Orlan. Selon Wikipédia, Orlan est une plasticienne, transmédia et féministe française. Elle pratique la peinture, la sculpture, la vidéo et également la photographie. Elle utilise également les médias numériques, la robotique, l'intelligence artificielle et pratique énormément de performances. Dès les années 60, Orlan va vraiment interroger le statut du corps et les pressions politiques, religieuses, sociétales, qui vont lui être soumises. Son travail dénonce la violence qui est faite au corps, et notamment au corps des femmes, et dénonce ainsi une vision stéréotypique du beau. Vous comprendrez rapidement en écoutant l'interview que Orlan est vraiment une artiste engagée, on peut même dire entièrement et radicalement engagée, au point où elle utilise son propre corps comme l'instrument privilégié de son art et de notre rapport à l'altérité. Parmi ses œuvres les plus marquantes, d'abord son manifeste, l'art charnel, qui est suivi d'une série d'opérations chirurgicales qu'elle a opérées sur elle-même, performances qu'elle réalise dans les années 90. Avec cette série, le corps est vraiment mis en exergue et devient un lieu de débat public. Évidemment, cette œuvre a fait polémique à l'époque. Une autre œuvre très importante d'Orlan, les Self-Hybridation, où Orlan, par le biais de la photographie numérique, hybride des visages de cultures différentes, amérindiennes, africaines, asiatiques, etc. Je vous préviens, cette conversation va battre en brèche tout un certain nombre de tabous et d'idées reçues. Orlan est une femme aux convictions puissantes qui a fait de sa propre vie un combat. Pour elle, sortir du cadre, aller au-delà des normes est vraiment une raison d'être pour faire bouger les lignes de la société. Je vous invite vraiment à écouter l'épisode jusqu'au bout parce que vous verrez à la fin de l'épisode, Orlan nous lit un très joli texte, vraiment merveilleux justement, qui va traiter du sujet de la tolérance. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Orlan. Bonjour Orlan. Bonjour. Je suis absolument ravie, honorée de vous accueillir sur Le Gratin. Je vous remercie de nous avoir ouvert votre atelier d'artiste. C'est merveilleux d'être ici avec vous. Orlan, je voulais commencer cette interview par parler de votre enfance. C'est un sujet que je connais peu. J'espère que ça ne va pas vous mettre mal à l'aise. Mais en fait, je voulais revenir en arrière pour comprendre en fait quel avait été votre cheminement personnel. Savoir qui était la petite Orlan, où est-ce qu'elle est née, dans quel type de famille, pour essayer de comprendre justement qu'est-ce qui avait fait aussi que vous étiez devenue la femme que vous êtes aujourd'hui. Alors, puisque vous voulez me présenter, je me présente. Allez-y. En fait, je suis Orlan, entre autres, et dans la mesure du possible. Et mon nom s'écrit chaque lettre en majuscule, en capitale, parce que je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans les rangs, je ne veux pas qu'on me fasse rentrer dans la ligne. Donc je suis une artiste, mais aussi effectivement j'ai tété mon pouce comme tout le monde, puisque vous voulez savoir ce qui s'est passé dans l'entourage de mon pouce. Et je suis né dans une famille ouvrière, on pourrait dire traditionnelle, puisque la mère était au foyer. Ouais. Mais mon père avait vraiment de très grandes idées sur le monde. Il était espérantiste, anarchiste, libertaire et nudiste. Et il m'a beaucoup appris, dont le nom des étoiles. Et donc je suis né dans une famille où il n'y avait pas d'argent. Mais mon père faisait double journée pour pouvoir nous payer des études et nous élever correctement. Et donc, il était à la mairie d'abord comme électricien ouvrier. D'accord. Et le soir, il était éclairagiste au théâtre, à l'opéra, à l'Eden Théâtre. D'accord. Et de temps en temps, quand il le pouvait, quand j'étais sage, il m'emmenait dans les cintres ou dans les coulisses, voir des opéras, des concerts, des chorales, etc.
Et c'est ce qui a illuminé mon enfance et qui probablement m'a donné tout ce capital culturel qui a fait que tout à coup, eh bien, je me suis mis effectivement à aimer tout ce qui était artistique. C'est fou parce que justement, alors j'ai la chance de connaître quelques artistes, mais des artistes comme vous, Orlan, des grands artistes, c'est exceptionnel en fait, c'est d'une rareté énorme. Et en fait, je dis pas ça pour vous flatter, je dis ça parce que tout simplement, passer d'une enfance normale, d'une certaine manière, à Orlan, il y a quand même un monde en fait qu'on imagine difficilement. Et donc, je voulais essayer de comprendre ça. Vous nous donnez quelques premiers indices. Qu'est-ce qui a fait que vous avez commencé à vous intéresser à l'art, justement, au-delà de ces premières expériences, de ces premières émotions artistiques quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui a fait que vous avez décidé, à un moment donné, de vraiment y consacrer votre vie, tout simplement? En tout cas, au départ, j'ai pas décidé. Simplement, depuis très très jeune, j'écrivais des poèmes. Et effectivement, je dessinais, je peignais. Et en fait, petit à petit, j'ai découvert l'histoire de l'art qu'on ne découvrait pas dans les musées ni dans les galeries où il y en avait presque pas. Et en plus, il n'y avait pas d'Internet. Donc, ça se passait uniquement dans les bibliothèques en regardant des livres sur l'art classique. Et petit à petit, eh bien, je me suis fait moi-même une histoire de l'art et j'ai commencé par du figuratif, du semi-figuratif, de l'abstrait lyrique, de l'abstrait géométrique. J'ai fait des œuvres peintes au pistolet, d'une manière très industrielle, mais des œuvres dans lesquelles on pouvait en fait se voir, c'était comme des miroirs. J'ai fait énormément de choses, les unes après les autres. Et puis, petit à petit, je me suis construite. J'ai beaucoup lu sur l'art. Et très tôt, j'ai beaucoup aimé lire, beaucoup aimé. Et j'ai continué à écrire. Et depuis cette enfance, cette adolescence, j'écris pratiquement chaque nuit des poèmes ou des textes de toutes sortes. Et voilà, donc ça s'est construit petit à petit, hein. C'est pas en un seul jour Oui, que ça il n'y a pas s'est eu une fait. décision à un moment où vous vous êtes dit je vais Non, devenir artiste. vous savez, c'est comme la Renaissance, hein, ça commence pas tel jour, telle heure, à tel moment. Non, mais c'est intéressant de le savoir parce que puis, moi qui ne suis... Enfin, ma famille est très intéressée par le monde de l'art, comme vous savez, mais j'ai pas finalement cette passion qui m'anime au plus profond de l'être, comme par exemple ça peut être le cas pour ma maman. Et je me suis toujours posé cette question. Est-ce qu'on est artiste? Est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'à un moment donné, c'est une décision? Et je trouve ça très intéressant de savoir que vous l'aviez construit finalement. En tout cas, ça se mêle, il y a des porosités entre tout ce que vous venez de dire, et à la fois, on sent qu'il y a une inclinaison vers, et puis petit à petit, effectivement, ce sont des rencontres qui peuvent se passer par les livres, des intercesseurs, des intercesseuses qui tout à coup vous mettent dans cette voie, et petit à petit, vous vous construisez à travers ça. Et pour moi, l'art est vraiment tout. L'art m'habite, l'art m'enchante, l'art est mon paratonnerre, l'art est... Et puis l'art, Nietzsche l'a dit, nous avons l'art pour ne pas mourir de la vérité. Et dans les temps qui courent, on a vraiment besoin de l'art. C'est sûr. Pour questionner. Mais en tout cas, l'art n'est pas obligatoire. Donc, il y a aussi des gens très passionnants qui ne sont pas des artistes. Oui. Et puis, il y a des artistes qui ne sont pas si intéressants que ça. Et il y a... C'est bon de le rappeler. Vous voyez, il y a toutes sortes d'artistes et toutes sortes de non-artistes. Bien sûr. Pour vous, ça a été un cheminement. Vous parliez de rencontres, vous parliez de lecture. Est-ce qu'il y a justement peut-être une rencontre ou une lecture qui, à l'époque, vous a particulièrement marqué parce que vous avez quand même un caractère très affirmé, enfin je le crois. Et donc, je voulais savoir justement si quelque chose vous avait aussi aidé à vous forger ce caractère et à vous forger ces convictions que vous avez. Il y en a eu tellement que c'est difficile à énoncer, mais tout de même, il y a eu George Sand, qui pour moi était une référence à tel point que dans une partie de mon adolescence, je fumais la pipe. Ah oui. Et je m'habillais d'une manière masculine.
En fait, toute ma vie, j'ai essayé d'être une vraie femme sans vraiment y arriver, parce que c'est très difficile ce qu'on demande soi-disant aux femmes pour être intégrées dans la catégorie femme. D'ailleurs, je dis toujours que je suis un femme et une homme. J'aime beaucoup. Et donc ces lectures vous ont porté, comme on le sait évidemment, vous êtes une féministe engagée. Je voulais savoir quel était votre peut-être moment déclic justement à ce sujet. Je ne sais pas s'il y en a eu un, mais finalement, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous avez estimé, et à juste titre, hein, bien évidemment, que la condition de la femme devait être portée, que vous deviez en être finalement l'un des héros. L'une des héroïnes. Oui, je voulais dire héros, vous savez, H-E-R-A-U-L-T. Mais... Vous savez, être une femme, c'est une calamité. Hein. C'est une calamité tant biologique que sociétale. Pour moi, c'était vraiment insupportable qu'on me demande de me tenir tranquille, de ne pas parler, de ne pas sortir, de plein de choses qu'on demande aux femmes. Dans les écoles, on me demandait à apprendre la cuisine et la couture, alors que mes amis garçons ne le faisaient pas. Alors qu'on aurait pu le faire tous et tout ensemble. Donc tout de suite, on se rend compte qu'effectivement, être une femme pose vraiment problème. À la fois biologiquement, tout à coup, les seins poussent et on comprend rien. On n'a pas du tout envie d'avoir des seins. Des seins, pour quoi faire? Pour allaiter, alors qu'on ne veut pas d'enfants, par exemple. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il est vraiment raisonnable de ne pas faire d'enfants, parce que tout de même, la Terre est peuplée, surpeuplée, surpolluée. Donc il faut se tenir tranquille à ce niveau-là. Sinon, c'est un éco-crime. Bon. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne dit pas beaucoup, mais vous avez tout à raison. Mais la démographie, c'est le principal problème. Hein. On peut tous essayer de trier, ça sera un peu moins pire. Mais 7 milliards de personnes, il faut qu'elles mangent, il faut les entretenir, il faut qu'elles aient une instruction, il faut qu'elles aient un peu d'argent, il faut... Bon. Ouais. Donc, tout ça pose énormément de questions et de problèmes, plus on est nombreux. La Terre est exsangue pour le moment, donc il faut peut-être arrêter, quoi. Et ça, c'est très tabou. C'est une chose qui est très difficile à soutenir comme discours. Parce qu'effectivement, c'est contre la plupart de ce que demandent les religions, et puis surtout ce qu'on a mis dans la tête des femmes, et parfois aussi des hommes, que vraiment avoir des enfants, sans cela, on ne peut pas avoir de vie, et de bonne vie, alors qu'il n'en est rien. Tout à fait. J'ai moi-même pas d'enfants, et pour tout vous dire, je prévois pas d'en avoir, donc Bravo, félicitations. Oui, je suis quand même féministe aussi. Ah bon, je suis ravie. Mais je trouve ça intéressant justement parce que vous me faites une belle transition sur un sujet que je voulais aborder avec vous, qui est finalement le tabou. Et le tabou, est-ce que c'est quelque chose que l'art va permettre de questionner? Est-ce que pour vous, justement, l'art est un moyen, et c'est peut-être une des raisons aussi pour lesquelles ça a été aussi fort dans votre vie, de poser des questions qu'on ne poserait pas sinon pour des raisons politiquement correctes, à l'époque donc sur le féminisme, encore aujourd'hui sur les religions comme vous dites, sur également les technologies. Est-ce que c'est aussi une des vocations de l'art pour vous de devoir questionner des sujets en fait qui sont un peu inquestionnables? Je ne peux parler que de Monard. Il y a beaucoup d'autres scénarios avec lesquels je ne suis pas forcément en opposition, mais c'est vrai que moi j'ai un certain nombre de critères pour moi, et en tout cas pour les œuvres d'art que j'apprécie et les artistes que j'apprécie. Donc effectivement, moi en fait je suis une artiste qui ne s'intéresse pas aux matériaux. Ou en tout cas que dans un second temps. La première chose qui me paraît importante, c'est d'être effectivement une citoyenne, et d'être quelqu'un, une individu positionné dans le monde, et qui essaye de dire des choses importantes pour notre société, importantes pour notre époque. Donc j'interroge toujours à la fois des phénomènes de société et bien sûr aussi des tabous qui vont avec. Donc toute mon œuvre en fait est sur
On pourrait dire que c'est la colonne vertébrale de toute mon œuvre, hein. C'est vraiment interroger notre société par rapport au corps et par rapport au statut du corps dans notre société via toutes les pressions qui sont culturelles, traditionnelles, politiques et religieuses. Donc bien sûr, je parle de tout ce qu'il ne faut pas parler. Donc c'est cette interrogation que je mène en continu. De différentes manières. Donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, je ne suis pas attaché aux matériaux. D'abord, j'essaye d'avoir un concept, une interrogation, quelque chose que j'ai envie de faire. Et ensuite, j'essaye de trouver la meilleure matérialité pour révéler justement l'essence de l'idée, pour dire au mieux et de la meilleure manière ce qu'il faut pour ce concept, pour cette démarche, pour cette interrogation de notre monde. C'était une question que j'allais vous poser justement sur votre processus créatif, sur votre méthodologie, sur la méthodologie Orlan. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une idée, d'où vient cette idée? Est-ce que c'est finalement en voyant un fait divers? Est-ce que c'est une inspiration? Est-ce que c'est par une rencontre? On part d'une idée et ensuite, comme vous le dites, vous créez autour de cette idée le meilleur vecteur, la meilleure matérialité pour l'exprimer. Quel est le temps nécessaire? Est-ce que vous pourriez nous parler de ce processus de création, peut-être en prenant l'exemple d'une de vos œuvres, une de vos dernières œuvres par exemple, de A à Z, si vous voulez, Orlan, l'idée initiale, l'étincelle dans votre tête, a ensuite finalement l'aboutissement final? Alors, moi, je ne sais pas si j'ai des étincelles. J'ai toujours une très longue démarche pour l'élaboration d'une œuvre. Donc, il y a souvent des lectures qui sont porteuses et porteuses de rebondissements dans la tête, dans l'affaire Orlan. Et je suis toujours en éveil, donc je cherche de toute manière possible. Effectivement, ça peut être des événements, ça peut être dans les journaux, ça peut être l'actualité, ça peut être dans des livres, dans les sciences, dans la biotechnologie, dans la génétique, dans... Tout peut être source d'inspiration, mais jamais je ne fais d'œuvre spontanée. Ce que j'aime, c'est effectivement quand tout à coup, en tant qu'artiste, on peut convoquer un public parce qu'on sait qu'on va en être fier parce que ce que l'on dit, on l'a vraiment élaboré, travaillé, etc. Je ne suis pas un flic, donc tous les artistes peuvent faire leur œuvre comme ils veulent. Mais en fait, pour moi, je pense qu'il y a deux types d'artistes. Il y a des artistes qui sont effectivement, et il y en a des très bons dans ce sens-là, qui sont dans on pourrait dire, la spontanéité, dans... L'intuition, oui. Et puis, il y a donc qui en fait ont un rapport à la société qui est comme le rapport à la société qu'ils avaient avec leur mère. C'est-à-dire, quand ils étaient tout petits, ils apportaient leur peau à leur mère en disant « j'ai fait ». Et la mère disait « oh, comme tu es gentil, comme tu es beau, comme tu es grand, comme ta maman t'aime ». Et donc, c'est souvent des artistes qui convoquent un public pour montrer ce qu'ils ont fait. Et puis, mais qu'ils ont fait comme ça, sans savoir pourquoi, comment, etc. Et puis, il y a une autre catégorie d'artistes qui, effectivement, élaborent une œuvre, la travaillent jusqu'à ce qu'elle leur paraisse intéressante, intelligente. Et... Moi, en fait, je n'ai pas de concurrent ou de concurrente. La seule chose qui m'intéresse, c'est de me surprendre moi-même, de m'émerveiller moi-même. Et quand tout à coup je fais quelque chose qui me surpasse, qui pousse mes limites, je me suis dit, bon, tu es vraiment bien aujourd'hui. C'est bien, ma petite, tu as vraiment progressé, c'est bien là. Donc tu es au bon endroit, tu es juste. Et ça, c'est ce que je recherche. Ce sentiment, m'étonner moi-même. Vous l'avez ressenti récemment peut-être, ou vous pourriez nous parler d'une fois où vous l'avez vraiment ressenti, ce sentiment de fierté, de satisfaction du travail bien fait?
Dans beaucoup d'œuvres, là vous avez au mur l'origine de la guerre, et vous parliez de féminisme, donc je pense que l'origine de la guerre qui reprend avec un homme exactement la position de l'origine du monde et même le cadre avec lequel elle est exposée à Orsay, là je me suis dit, là tu as fait quelque chose d'important et d'intéressant. Ouais. Bon. Mais peut-être ce qui m'a le plus, pour le moment, enfin dans les dernières œuvres que j'ai faites, c'est le robot qui me ressemble, l'orlanoïde, qui parle avec ma voix et qui me ressemble. Alors il parle avec ma voix parce que j'ai enregistré 22 000 C'est incroyable. Et il y a donc... Le travail derrière est phénoménal. C'est incroyable. Ouais. C'est des mois et des mois de travail dans une difficulté totale, avec très peu de budget, alors qu'il en aurait fallu un énorme. Donc, je me suis beaucoup intéressé à l'intelligence artificielle. Donc, il y a ce générateur de texte, il y a un générateur de mouvement, et c'est une pièce in progress. Là, pour le moment, elle est arrêtée parce que... Après avoir été exposée au Grand Palais dans Artistes et Robots, elle est partie à Dublin où je devais la retravailler avec des développeurs de l'intelligence artificielle très top. Et en fait, ils m'attendent toujours à cause du confinement, à cause de la difficulté de voyager. Et donc, bon, j'attends le bon moment pour... aller travailler avec eux et lui faire passer énormément de cap à ce robot. Donc voilà, là j'ai fait quelque chose de très important parce que pour moi c'était à la fois une sculpture de moi, donc un travail on pourrait dire d'autoportrait, mais en même temps en interrogeant tout ce que l'on peut faire à notre époque d'intelligent, d'intéressant. Moi je ne suis ni technophile, ni technophobe. Ce que j'aime, c'est vivre mon époque tout en continuant à garder une distance critique, donc à interroger mon époque. Et effectivement, là, je m'interroge moi-même d'ailleurs sur ces nouvelles technologies et sur ce robot que j'ai fait. Et je suis en train d'en élaborer d'autres robots, mais qui sont entièrement en matériaux recyclés. Parce que ça me paraît très, très important, parce que dès qu'effectivement on travaille avec les nouvelles technologies, on ne peut plus ne pas se poser les réactions en chaîne. Mais effectivement, moi, les nouvelles technologies m'ont beaucoup, beaucoup intéressé, beaucoup apporté, parce que dans mes rêves les plus fous, quand j'étais adolescente, je ne pouvais même pas imaginer qu'un jour, j'aurais dans ma poche un orlanoïde. Ouais. Non, pas un orlanoïde. Excusez-moi, je reprends. Ouais. Je ne pouvais même pas imaginer que j'aurais dans ma poche un androïde. Et c'est tellement extraordinaire parce que quand j'étais gamine, je posais des questions au monde adulte. Et le monde adulte n'aimait pas mes questions. Ouais. Et souvent, soit on ne me répondait pas parce que les gens ne savaient pas, ou ne me répondaient pas parce que c'était tabou, ou parce que effectivement c'était pas de mon âge, ou tu verras quand tu seras plus grande. Et tout à coup, plus grande, je peux poser toutes les questions que je veux à mon androïde et j'ai des réponses. Alors bien sûr, il faut se méfier, il faut se méfier des fake news, il faut recouper l'information, il faut ensuite analyser, faire la synthèse, et puis ensuite se mettre effectivement à l'ouvrage ou à parler. Donc ça me paraît vraiment très important ce que je vous dis, parce que ça a tellement changé ma vie, de pouvoir aussi me repérer dans l'espace, de savoir toujours où je suis, combien de temps je vais mettre pour aller rejoindre telle personne ou faire telle tâche. C'est magnifique, c'est vraiment un pas extraordinaire, c'est vraiment un plus. Donc là, à l'heure actuelle, il y a toute une tendance qui est contre les technologies, contre le progrès, et qui est pour la décroissance. Je trouve la décroissance absolument abominable. Qu'on ait
conscience que la croissance ne peut pas se faire sans y réfléchir et en étant, on pourrait dire, équitable par rapport au monde, qu'il soit vivant, humain, animal ou de pierre, mais, ou de mer. Mais c'est indispensable, la croissance. Si il n'y a pas de croissance, il n'y a plus d'innovation, il y a plus de travail, d'un imaginaire fantastique dans lequel, qui nous emporte. Donc, je suis absolument contre la décroissance. Je pense qu'il faut continuer notre œuvre d'être humain et d'être humaine en le fortifiant, en la fortifiant, mais toujours, bien sûr, avec une distance critique et en se demandant les réactions en chaîne et ce qu'on peut faire pour que, effectivement, il n'y ait pas de désastre à cause de nous, ou comment on peut justement peut-être innover pour avoir non seulement de la croissance, mais innover pour que cette croissance ne soit pas quelque chose de mauvais pour le monde, que ce soit les êtres humains ou les animaux ou la terre, la mer et le ciel. Bien sûr. Et cette distance critique, Orlan, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est assez profondément ancré en vous. C'est quelque chose que vous essayez de cultiver. Je vous pose cette question parce qu'à l'heure actuelle, on a tellement d'informations avec les médias sociaux, etc. C'est assez difficile finalement de réussir à faire la part des choses, savoir le vrai du faux. Je pose ça en plus en plein Covid, donc évidemment, c'est d'autant plus, on va dire, d'actualité. Est-ce que vous avez, je ne sais pas si on peut dire des astuces, mais en tout cas une réflexion sur le sujet de cette distance critique que vous pourriez nous partager? Bien déjà, on peut toujours se demander quand quelqu'un parle, qui parle? Au nom de quoi? Est-ce que la personne est légitime? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Donc déjà, c'est un premier abord, parce que Umberto Eco le dit très bien, c'est hallucinant. Avant, les gens parlaient dans les bistrots et ils ne faisaient de mal à personne, à part à leur petit entourage, les 2 ou 3 personnes auxquelles ils racontaient des conneries monumentales, ou des fake news, ou des choses complètement erronées. Et là, maintenant, tous ces gens-là s'imposent dans l'Internet, dans les médias, comme étant légitimes pour apporter la bonne parole. C'est quand même hallucinant. C'est vraiment d'une désinvolture, mais totale, quoi. Quand on ne sait pas, c'est très très important de dire « Ah ben je ne sais pas, je vais étudier, je vais savoir ce qui se passe, on va réfléchir ensemble ». Mais là, il y a beaucoup de gens qui s'imposent comme s'ils étaient absolument experts. C'est ça. En la matière, que ce soit des pandémies, des virus. C'est grave parce qu'effectivement, tout le monde prend la parole en disant que, bien sûr, ce qu'ils disent est la vérité totale, quoi. Donc, un peu moins affirmer et un peu plus poser des questions. Oui. Donc déjà, qui parle et puis aussi, pourquoi, comment. Vous savez, quand quelqu'un vous affirme quelque chose, il y a un petit mot qui est magique. Vous dites pourquoi. Pourquoi? Et là, vous voyez tout de suite, si vous avez en face de vous un perroquet, parce qu'il y a beaucoup de perroquets, ou bien si vous avez quelqu'un qui a effectivement des arguments à avancer, qui sont intelligents, intéressants, construits, articulés. Si on revient à votre œuvre, Orlan, et au processus créatif, une question qui me taraude, c'est au moment où vous commencez à creuser un concept, est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous voulez, ou est-ce que ça se construit vraiment finalement avec de l'expérimentation? Je dis ça parce que moi je suis plus issue du milieu de l'entrepreneuriat, et en fait on se rend compte que quand on a une idée de boîte, on pense qu'on sait, et puis au final la vie, le chemin nous emmène complètement ailleurs, et c'est ça qui est assez formidable d'ailleurs. Et je voulais savoir si dans une démarche artistique qui est la vôtre, où en plus on voit qu'il y a un travail, quand vous me parlez de l'ordanoïde avec les 22 000 mots, il y a un travail qui est colossal, donc il y a une intention forte, mais pour autant, est-ce que vous partez en sachant laisser la place finalement au hasard? Mais je ne sais pas. Mais vous savez, c'est Pasteur qui disait que le hasard ne bénéficie qu'aux esprits éclairés.
Le hasard pour le hasard, non. Mais effectivement, il y a toujours une part d'impensé, de trouble qui s'invite dans ce que vous êtes en train de faire. Et parfois, si vous le tordez dans le bon sens, si vous l'accaparez en faisant quelque chose pour vous-même et pour ce que vous êtes en train de dire, eh bien, ça peut être effectivement très, très intéressant. Bien sûr que tout n'est pas pensé à l'avance. Simplement, on essaye d'être le mieux à même de dire quelque chose, de faire quelque chose d'intéressant sur tel et tel sujet. Si on parle maintenant encore des nouvelles technologies, je sais que c'est donc un sujet, vous l'avez dit, qui vous passionne, et notamment quelque chose qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est le regard des autres, qui évidemment est un sujet aussi qui, je pense, vous touche. Avec les nouvelles technologies, avec tout ce qui est réseaux sociaux, Internet, le regard des autres, on a l'impression n'a jamais autant compté, puisque maintenant notre vie est un peu exposée en permanence, même quand on n'est pas un artiste, mais juste un nobody, on est sur les réseaux sociaux. Et je voulais avoir votre sentiment, votre réflexion surtout sur ce sujet, notamment de cette exposition permanente qu'on va avoir sur les réseaux sociaux, qu'on se crée nous-mêmes d'ailleurs, et du regard des autres, qui souvent fait souffrir les personnes qui pour autant continuent à se mettre en avant et à se comparer. Et ça, je ne sais pas celle que ça fait souffrir. Moi, le regard des autres, je pense que je suis devenue une femme publique qui a créé un débat public avec son corps. Mon corps est devenu un lieu de débat public. Et je pense que plus il y a de personnes à qui je peux passer mon projet et mon message, mieux ça vaut, parce que j'essaye d'avoir un projet de société qui soit correct par rapport aux femmes, par rapport à ce que je pense, par rapport à ce que je vis, par rapport aux nouvelles technologies, etc. Je passe des successions de messages et j'essaye à ma manière de faire avancer les choses dans le bon sens. En tout cas, dans ce que je crois être le bon sens. Donc, plus il y a de monde, mieux ça vaut. Mais ce qui est très problématique sur l'Internet, c'est qu'il y a une agressivité, une violence absolument hallucinante qui peut aller à des extrémités insupportables. C'est très étonnant, toute cette agressivité, toute cette violence, ces insultes. Quand on regarde des chats, mais on part en courant. Enfin, moi, j'ai l'impression que la boue m'éclabousse, quoi. C'est très rare quand tout à coup je me retrouve dans une situation intelligente, intéressante, qui me fait réfléchir, etc. C'est très, très, très rare. Mais vous savez, vous parliez de mon enfance il y a pas longtemps, et moi j'avais ça dans mon enfance, on disait toujours bien faire et laisser dire. Et ça a été toujours ma formule toute ma vie. Effectivement, si je m'étais arrêté, on m'a beaucoup insulté, on m'a beaucoup controversé, parce qu'effectivement, si vous ne peignez pas des petites fleurs, ne faites pas de l'aquarelle d'une certaine manière, gentille, mièvre si possible, pour les femmes c'est comme ça, il faut qu'elles fassent un art féminin avec tous les stéréotypes qui vont avec, eh bien vous êtes montré du doigt, les gens n'ont pas l'habitude, donc ils résistent, et donc ce que vous montrez est forcément très agressé. Donc si vous n'êtes pas un roc, si vous ne savez pas exactement effectivement où vous êtes, ce que vous voulez faire, ce que vous voulez dire, vous risquez de vous arrêter tout de suite. Mais pour le moment, il y a quand même un très gros problème qui est qu'il y a des réactions qui sont terribles par rapport au sexe, par rapport au corps. Et il y a beaucoup de censure et d'autocensure qui s'inscrivent. Nous sommes dans un moment où nous sommes en train de reculoter la chapelle Sixtine. C'est quand même assez incroyable que dans Internet, dans Facebook ou l'Instagram, on ne peut pas montrer un corps, ou on ne peut pas montrer un corps nu, on ne peut pas montrer un sein.
toutes mes œuvres, des années où je faisais des œuvres qui s'appelaient corps sculpture, où effectivement j'assumais ma nudité, mais dans des positions tout à fait autres que celles de la gestique, habituellement utilisée et demandée aux femmes. Vous savez, tous les petits trucs. Tous les trucs bébêtes. Oui, la femme forte, même. mais qui peut être nue et forte. Je tornicote, et je prends des déhanchements, des épaulements, etc. En fait, tout ce qui, soi-disant, à la gestique de la séduction, la gestique féminine de la séduction. Donc, moi, j'ai toujours pris des poses tout à fait autres, et j'ai considéré le corps comme une sculpture. Et j'ai pris des poses où parfois mon visage était caché par les cheveux ou par un masque, où c'était la pose qui cachait le visage, donc l'identité. Et donc, il y avait uniquement le corps qui était positionné comme une sculpture. Et là, ces œuvres-là, je ne peux plus les montrer, sauf si je mets au bout des seins quelque chose. Mais c'est incroyable. Et souvent, c'est sous le couvert de la religion, mais... Pour moi, c'est délirant. Dieu n'est pas une hypothèse de travail ni de vie. Mais pour ceux qui croient, ça me paraît tellement incroyable. Si Dieu a fait homme et femme à son image, ce sont forcément des chefs-d'œuvre. On devrait pouvoir montrer ces chefs-d'œuvre en permanence. Et parler de sexualité de la même manière, parce que c'est quand même lui ou elle, je ne sais pas, ce Dieu qui a fabriqué tout ça, quoi. Nous n'y sommes pour rien. Ouais. Ça me ramène aux nouvelles technologies, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, parce que on parle toujours du transhumanisme comme une chose absolument atroce, abominable, affreuse, invraisemblable. Et pour moi, il n'y a pas de transhumain, il y a du alter-humain, c'est-à-dire il y a du développement de l'humain. Mais en tant qu'humain ou humaine, nous avons des qualités spécifiques qui sont différentes des animaux et qui nous permettent de nous réinventer, qui permettent de faire des nouvelles technologies, un Android et bien d'autres choses, et des manipulations génétiques pour nous soigner, etc. C'est juste ce que nous sommes capables de faire. C'est nos capacités qui se développent à travers des projets comme ceux-ci. Donc, c'est tout à fait naturel aux êtres humains, alors qu'on le pense comme non naturel. Mais c'est absolument naturel. C'est incroyable, vous alliez dans un paysage, n'importe quel paysage, ils sont tous fabriqués par les êtres humains. Il y en a pas un qui est ici dans mon atelier, tout est fabriqué par des êtres humains. Bien sûr. Il y a l'architecture, il y a tout qui est uniquement fabriqué par des êtres humains. Donc c'est simplement, ça fait partie de nos capacités. Comme d'autres êtres vivants ont d'autres capacités. Mais nous, on a celle-ci. Et on voudrait nous empêcher de prospérer à travers ça, de montrer cette qualité-là. Mais je trouve ça aberrant. Si on revient, Orlan, au sujet de la femme, qui est un sujet évidemment éminemment important pour vous, si je ne me trompe pas, j'aimerais savoir, finalement, si vous pouviez résumer en un message justement ce que vous aimeriez dire aux femmes et aux hommes qui nous écoutent sur ce sujet du féminin. Vous qui avez tellement réfléchi à ce sujet, qui l'avez tellement travaillé, c'est difficile comme question parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ben oui, c'est ça, on ne sait pas par quel bout l'attraper, votre question. Mais un message fort qui est important pour vous, tout simplement. Je pense qu'il n'y a qu'une chose qui compte, qu'on soit un homme ou une femme, c'est être bienveillant. Bienveillant et exigeant. Et bien sûr, l'agressivité est nécessaire pour survivre, mais uniquement pour la survie. Mais dans les relations aux autres, l'agressivité est extrêmement mauvaise. Et quand on voit ce qui se passe à l'heure actuelle, mais c'est incroyable, on n'arrive même pas à croire que des hommes, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Quand on a dit dénonce ton porc, j'ai jamais compris pourquoi tous les hommes étaient ou presque
affolé de cela, parce qu'on a bien dit les porcs, parce que tous les hommes qui sont respectueux, aimables avec le monde vivant, dont avec les femmes, qui sont ouverts, à l'écoute, tendres, bienveillants, ceux-là, on les aime. On les veut comme partenaires, on n'a aucun problème avec cela. Ceux qu'on a décidé de dénoncer, c'était ceux qui étaient dégueulasses, et il y en a beaucoup. Moi, vous voyez, dans cet atelier, juste au-dessus de chez moi, il y avait une femme qui se faisait battre tous les jours. J'ai dû, avec les voisins, etc., mais ça a duré 2 ans pour qu'on y arrive, à mettre le mec en prison. Mais c'est incroyable, les féminicides, c'est incroyable le nombre de viols, le nombre de femmes battues. Comment c'est possible? On n'arrive pas à y croire. Mais qui fabrique ça? Comment? À quelle fin? Pourquoi? Pourquoi c'est là, cette violence invraisemblable, quoi? Et quand même, ça appartient quand même plus aux hommes qu'aux femmes. C'est pour ça que j'ai fait l'origine de la guerre. Alors bien sûr, il y a des femmes qui sont violentes, mais c'est toujours, on les dénonce juste pour montrer que les hommes, elles sont comme les hommes. Eh bien non, si on regarde les statistiques, on se rend compte qu'il y en a peu. Vous avez parlé de Balance ton porc, c'est intéressant. Quel regard vous portez finalement sur ces réveils, ces mouvements féministes des années 2000-2020 ? Bien heureusement qu'ils existent, mais vous savez, en France, on est très très frileux, et dès qu'on parle de féminisme, il y a toujours tout à coup un antiféminisme primaire, que ce soit des hommes ou des femmes, pour refouler ces avancées. Donc en général, on fait 2 pas en avant et 1 en arrière quand c'est pas 3 en arrière. Donc là, on a déjà eu l'exemple, puisque tout de suite après, je ne sais plus si c'était Dénonce ton porc ou MeToo. Oui, nous avons eu une centaine de femmes qui se sont vraiment préoccupées, non pas des femmes qui venaient de parler, et donc aucune sororité et aucune compassion, aucune empathie pour les autres femmes qui ont souffert, même si celles qui ont signé cette pétition n'avaient pas souffert, et qui ont essayé de les faire taire. Et de dire que les hommes avaient bien raison et qu'ils pouvaient absolument nous harceler, nous embêter, que tout ça n'avait aucune espèce d'importance. Donc il y a toujours comme ça des oppositions dès que tout à coup il y a un pas de fait en ce qui concerne le féminisme. Je ne sais pas, le féminisme, pour moi, au départ, je disais simplement que j'étais contre toutes les discriminations. Parce que c'est juste ça, c'est être contre les discriminations. Ce n'est rien d'autre que d'être féministe. C'est comme être antiraciste, ce n'est rien d'autre que cela. Et d'ailleurs, le machisme, le patriarcat, c'est aussi quelque chose qui est comme un racisme. Quand vous pensez, chez nous, c'est déjà très violent, mais que dans certaines sociétés, dans certains pays, les femmes n'ont pas le droit ni à l'instruction, ni aux médicaments, sont excisées, mariées de force, et bien sûr qu'on a le droit de vie et de mort contre elles. Donc, sans aucune réaction de la société. Donc, c'est tellement intégré, c'est tellement profond, c'est tellement violent, qu'on se demande si ça pourra s'arrêter. Et il faudrait quand même que ça s'arrête, quoi. Là, il y a quand même une prise de conscience de certains hommes, mais c'est rare. Mais il y a des hommes féministes, et ça me rend un petit peu optimiste, parce que ça va peut-être faire boule de neige, il y aura peut-être des réactions en chaîne, quoi. Mais on a besoin des hommes, justement des hommes féministes, pour l'affirmer, pour le dire très très haut et très très fort, quoi. Il devrait y avoir des associations d'hommes qui soutiennent les femmes, qui dénoncent les hommes qui sont justement dans cette horreur-là. Bien sûr.
Merci Orlan, en tout cas le message est passé. Pour terminer, j'aime assez poser quelques questions qui sont des questions un peu personnelles, mais sympathiques, vous verrez. Encore. Une question qui n'est pas facile peut-être. Est-ce que vous avez vécu un échec, un moment de doute, une difficulté dont vous pourriez nous parler et surtout les enseignements que vous en avez tirés? Écoutez, là, je dois dire que je suis en pleine difficulté. Parce que comment être une artiste internationale sans voyager? Moi, je sautais dans un avion et dans un autre sans arrêt, que ce soit pour mes expositions ou que ce soit pour les conférences. Moi, je donne des conférences dans le monde entier. Et enfin, j'en donnais. Bon. Donc, je suis en très grande difficulté parce que déjà, c'est mon statut qui est en question. Je deviens qu'une artiste locale, peut-être uniquement de la rue de la Fontaine-au-Roi, si je ne peux plus bouger. Et puis, enfin, on a les visioconférences, on a l'Internet, mais ça ne suffit pas, hein. Et si j'expose pas, je ne vends pas. Si je donne pas de conférences, je n'ai pas de cachet. Donc pour le moment, il y a des difficultés financières qui sont vraiment énormes. Et puis, il y a cette violence de ne pas pouvoir continuer son travail. Comme je vous disais, de ne pas pouvoir aller à Dublin, continuer à travailler sur mon robot. Bien sûr. Ça, c'est très violent. Mais quand il y a eu le premier confinement, je me suis dit, mais comment prendre cette situation en main, en faire quelque chose d'intelligent, d'intéressant, que je n'aurais pas fait sans le confinement. Et alors, je me suis rappelé ce que m'avait dit Donatien Gros dans une conférence que nous avions fait ensemble à la Sorbonne, dans l'amphithéâtre Richelieu. Et il m'avait dit à un moment de cette conférence, il faut que tu écrives ton autobiographie maintenant. Et je me suis dit, mais c'est bien sûr, c'est ce qu'il faut faire. Et j'ai vraiment tout arrêté. Je me suis mis à écrire jour et nuit, week-end compris, etc. Et tout à coup, je me suis retrouvé avec 477 pages. Et je les ai données à lire à Jean-Loup Champion de Gallimard. Et il m'a dit que c'était extraordinaire, qu'il n'avait pas pu s'arrêter et qu'il l'a publié tout de suite. Alors, je suis très heureuse d'être publiée par Gallimard. Ça devait être publié pour le 8 mars, la journée des femmes, et je m'en réjouissais. Et en fait, finalement, à cause de ce coronavirus, eh bien, ça va être publié quand même début mai. Donc vous en revenez à vos premières amours, à l'écriture. Voilà, et le titre est Orlan, striptease, tout sur ma vie, tout sur mon art. Et je raconte beaucoup de choses dans mon enfance, bien évidemment, et avec les aventures, les mésaventures, les traumatismes, les voyages, toutes les choses qui m'ont faite, qui m'ont construite, et toutes les difficultés que j'ai pu avoir et que j'ai essayé de surmonter. En tout cas, vous voyez, ce confinement m'a beaucoup servi. Et le deuxième confinement m'a permis de retravailler toute cette écriture. Et voilà, mais j'ai fait aussi beaucoup d'autres choses pendant ce confinement. J'ai une nouvelle série qui est sur les animaux en voie de disparition, que je mélange à mes robots, à des robots donc recyclés. Et j'écris bien sûr toujours, comme d'habitude, chaque nuit, des textes poétiques. Et là, pour le moment, je prépare plusieurs expos, dont une qui va être très très bientôt dans ma galerie, la galerie Cesson et Bennetière, celle de Paris, parce qu'ils en ont une à New York, une à Luxembourg, une à Saint-Étienne, ma ville natale, et une à Genève. Mais là, c'est à Paris, à côté de Pompidou, au 23 rue du Renard. Et ça s'appellera Striptease aussi, comme le livre, striptease historique. Donc, c'est toutes les œuvres, justement, qu'on ne peut pas voir sur Instagram, qui seront montrées. Celles qui sont interdites. Voilà. Et striptease, pour moi, c'est très important. J'ai nommé plusieurs de mes expositions striptease, dont
striptease tangible en nanoséquence, où j'ai j'ai cultivé mes cellules, mon microbiote, etc. Et puis, j'avais fait une exposition aussi dans un lieu de nouvelles technologies à côté de Paris, et qui était striptease des cellules jusqu'à l'os. Donc, j'ai un striptease tout à fait qui sera montré à la galerie le 18 février. Il y a aussi un vernissage le 20 février, donc le samedi. En fait, il y aura striptease occasionnel à l'aide des draps de mon trousseau. Et je me déshabille à travers les draps de mon trousseau jusqu'à citer l'histoire de l'art, citer la naissance de Vénus de Botticelli. J'ai beaucoup travaillé avec cette naissance de Vénus de Botticelli parce que effectivement, Botticelli a fait avec des pinceaux ce que l'on fait actuellement avec Photoshop. Il a enlevé toutes les impuretés, les rides, et puis il a tout allongé, etc., pour en faire un stéréotype et un modèle de beauté. Donc j'ai fait beaucoup de choses avec cette naissance de Vénus de Botticelli. Donc l'avant-dernière image de ce striptease est ce Botticelli, donc à travers l'histoire de l'art, le nu. Et puis, il y a un tas de draps, des draps de mon trousseau, qui sont au sol, la dernière image, comme une chrysalide. Et il y a une flèche. Donc, on ne sait pas ce qui va naître de cette chrysalide, quel corps va naître. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est une œuvre que j'ai faite dans les années 70 et même un peu avant, je ne sais plus. Et en fait, elle était prémonitoire par rapport à toutes les œuvres que j'ai créées ensuite, dont avec les opérations chirurgicales performance. Donc, tout cela est ancré vraiment, effectivement, dans cette idée du striptease, mais qui, pour moi, pour une femme, est absolument impossible. Parce qu'on ne peut pas se dévêtir de toutes les rumeurs, de toutes les images, de tous les fantasmes, de tous les stéréotypes qu'on nous a mis sur le corps. Donc, on ne peut pas s'en dévêtir de ça. Donc, le striptease est absolument impossible pour une femme. Donc, j'ai toujours essayé de dire ça jusqu'à présent. C'est passionnant. C'est vraiment passionnant. Une autre question que je voulais vous poser, Orlan, c'est s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie, qu'est-ce que vous referiez différemment ? J'ai habité 3 ans à New York et 3 ans à Los Angeles, au Getty Research Institute, où j'étais invitée comme chercheuse. Et j'ai toujours regretté de ne pas être restée à New York, quoi, vraiment. Mais là encore, il y avait des difficultés financières, matérielles, qui étaient très difficiles à assumer pour moi. Et parce que j'ai un storage absolument énorme, donc faire venir toutes les œuvres et avoir un storage à New York, ça pose quand même quelques problèmes. Mais j'adore New York, surtout New York sans Trump. Et je pense que ça me donnait une énergie fabuleuse. Ici, quand on arrive, j'adore Paris, mais on a un poids sur les épaules. C'est pas pareil. Moi, quand je suis dans la rue, mon look va faire que beaucoup de gens rigolent, m'insultent, etc. À New York, c'est exactement le contraire. Toutes les 2 secondes, dans la rue, on me dit terrific style, beautiful, wonderful air, etc., quoi. C'est-à-dire que vous avez toute la journée des encouragements si vous faites quelque chose de spécial, si vous avez un succès. Si vous sortez du cadre. Ici, voilà, si on sort du cadre. Ouais. Alors que, et moi qui ai toujours voulu sortir du cadre, hein, j'ai fait des œuvres de cette sorte. Et là, on vous empêche toujours. On veut mettre des empêchements tout le temps. Et il y a beaucoup, beaucoup d'arrogance et de mépris entre les gens, particulièrement à Paris. Et ce qu'on ne retrouve pas, ce que je n'ai en tout cas pas trouvé par rapport aux gens que j'ai rencontrés aux États-Unis. Et
Et c'était encore mieux dans les années 70. Tous les ateliers étaient ouverts, tous les grands artistes vous recevaient et vous pouviez être une femme, un homme, un noir, un blanc, quelqu'un qui soit artiste, quelqu'un qui ne le soit pas, qui soit petit artiste ou très grand. Vous aviez en face l'autorisation de parler, de rencontrer les autres. On vous faisait rencontrer les autres, on vous introduisait. Alors que là, on est vraiment dans une frilosité, on vous met des barrières sans arrêt. Et alors, si vous réussissez, c'est pire. Tous les artistes qui réussissent vraiment en France, ce sont des gens à qui, justement, qu'on montre du doigt, qu'on essaye de désocler. Donc, c'est très étrange, quoi, l'ambiance ici. Et ça donne pas des ailes, quoi. Ça donne pas des ailes. Moi, j'espère que ça va changer. J'essaye, et à travers les gens qui travaillent avec moi, mes partenaires, etc., d'avoir une attitude différente. Et bien sûr, entre femmes artistes, d'avoir beaucoup de sororité. Mais ça, c'est vrai qu'en tant que femme aussi, on nous a tellement appris d'être dans la rivalité que c'est quelque chose qui vient très très lentement. Par exemple, il y a encore très très peu de femmes dans les grandes expositions et dans le grand marché. C'est hallucinant qu'on soit contre la parité, qu'on soit... C'est tellement normal, quoi, vraiment. Il y en a marre de cet empêchement continuel. Et effectivement, entre femmes, il y a beaucoup de femmes, par exemple, maintenant qu'on a mis en place dans les très, très grands postes, dans les institutions et ailleurs. C'est pas pour ça qu'il y a énormément plus de femmes dans les expositions, dans les monographies, dans les commandes publiques, etc. Il y en a un peu plus qu'avant. Ça me réjouit. Mais il devrait y en avoir vraiment à parité. Eh bien non. Donc ça prouve bien que les femmes qui sont en place ne font pas leur travail exactement comme les hommes. La dernière question que je voulais vous poser, c'était est-ce qu'il y a un livre ou des livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont forgé votre caractère, qui ont fait que vous êtes devenu Orlan? Je ne sais pas ce qui m'a fait devenir Orlan, parce que ça commence de lectures qui sont... enfantine, donc je ne sais pas à quelle époque vous parlez, mais il y a des livres qui m'ont marqué, comme Le Mont Analogue de Daumal. Il y a bien sûr Boris Vian qui m'a marqué à une certaine époque. Mais il y en a tellement. Et j'ai sous les yeux quelque chose que je pourrais vous lire, qui sort d'un livre qui est L'enseignement de la peinture de Marcellin Plenay. Et en entrée de jeu, il met en exergue un texte qui est d'un peintre chinois. Et en fait, j'ai été enseignante toute ma vie dans des écoles d'art et j'ai souvent lu ce texte à mes étudiants. Je vous le lis. Pour ce qui est d'étudier la peinture, applicable bien sûr à toutes autres sortes d'apprentissage, quel qu'il soit, les uns préfèrent la complexité, les autres préfèrent la simplicité. La complexité est mauvaise, la simplicité est mauvaise. Les uns préfèrent la facilité, les autres préfèrent la difficulté. La difficulté est mauvaise, la facilité est mauvaise. Les uns considèrent comme noble d'avoir de la méthode. Les autres, comme noble de ne pas avoir de méthode. Ne pas avoir de méthode est mauvais. Rester entièrement dans la méthode est encore plus mauvais. Il faut d'abord observer une règle sévère, ensuite pénétrer avec intelligence toutes les transformations. Le but de la possession de la méthode revient à pas de méthode. C'est incroyable. J'adore ce texte. Je comprends. Vous pouvez me redire le nom du livre, L'enseignement de la peinture? L'enseignement de la peinture de Marcellin Plenay. Merci mille fois, Orlan, pour ces partages. C'était passionnant. Merci beaucoup.